J'ai repris au tout début de l'essai une idée que j'avais développée dans l'essai précédent, qui s'appelait justement une idée simple, qui est l'idée de Herman Brock, qui disait que, au fond, on devient adulte dès l'instant où on se préoccupe de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est une définition très simple. Et quand je l'ai lu chez Herman Brock, je peux presque dire que ça a changé presque ma vision de ce qu'était un intellectuel, de ce qu'est un être humain, de ce qu'est un adulte, c'est-à-dire quelqu'un qui tout à coup prend conscience que l'autre existe, que le dehors existe, que le monde existe, et qui dès lors trouve un sens à sa vie en essayant tout simplement d'éveiller et de secourir. C'est les mots qu'utilise Herman Brock. Un adulte, c'est quelqu'un qui éveille et qui secourt. Ouais. Et je trouve que ces deux mots-là définissent la tâche du professeur. Il a fait allusion tout à l'heure, dès l'instant où on sort de soi et qu'on est confronté au dehors, que le dehors soit l'immensité du cosmos ou l'immensité d'un être humain, c'est dangereux, comme dirait Régent Duchamp, de se sentir avalé par cette immensité. Alors, le travail de l'adulte, que ce soit un parent ou un professeur, c'est d'éveiller le désir de sortir, d'aller vers ce qui est le non-moi, et en même temps de le secourir, de le rassurer, de faire en sorte qu'il ne soit pas terrassé par j'allais dire, cette étrangeté qui va le frapper fatalement dès l'instant. Il va découvrir qu'il y a autre chose que lui dans l'univers. Il y a quelque chose de très maternel dans ton livre qui m'a beaucoup touché, parce que souvent on voit l'autorité de façon classiquement paternelle, c'est la personne qui transmet, qui met les limites, la loi et tout ça, alors qu'il y a ce qu'on appelle en psychanalyse la contenance, le holding, le secours, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'il faut d'une main un peu amener les gens à sortir et à s'éveiller, comme tu dis, à la limite, je dirais même les traumatiser un peu comme enseignant, et ensuite venir les secourir aussi, puis les appuyer. Donc, c'est comme si tu défendais ces deux mouvements-là. Enseigner ou aider un enfant à devenir un adulte, ou soi-même travailler à devenir un adulte, c'est d'abord s'exposer à un choc. Et ça, c'est peut-être au fond le côté que toi tu dirais qui serait plutôt de l'ordre du père et tout. Et non seulement d'exposer quelqu'un à un choc, le choc qui peut venir de la beauté, de la terreur, de tout ce qui est, comme dirait Nietzsche, tout ce qui est trop beau, trop grand, trop loin, trop près, le trop qui devient comme insupportable. Et s'il n'y a pas ce choc-là, on ne sortira jamais de soi. Si on voulait définir ce qu'est la beauté, évidemment, c'est pas facile, mais en un sens, je trouve qu'on peut dire que la beauté, c'est le seuil entre ce monde et un autre monde. Et pourquoi c'est à la fois si vertigineux, c'est que si on reste trop longtemps exposé à cette beauté, on tombe dans quoi? On n'a pas de mots pour ça, on dit l'infini. Virginia Woolf décrit bien, il y a un premier moi qui est vraiment exposé ainsi à la beauté, et là, il y a un autre moi qui arrive, sans doute pour se protéger de cela, qui dit, je vais le décrire. C'est un écrivain, évidemment, c'est un moi d'écrivain, mais même quand on n'est pas écrivain, on a ça, on prend une photo, on le raconte, on le commente, on dit, waouh, c'est beau, quand ça a changé de couleur et tout, pour ne pas rester seul avec ce qui est traumatisant d'une certaine façon. Donc, dans l'enseignement, et moi je trouve qu'il y a toujours ça, d'abord amener soi-même ou l'élève au contact des textes ou d'une réalité, à s'exposer à ce qui nous dépasse, nous déborde, donner les moyens de le contenir, mais dès l'instant qu'on donne les moyens de les contenir, c'est-à-dire l'apprentissage d'un savoir, de connaissance, d'investigation d'un objet, que ce soit un coucher de soleil ou une grenouille ou une tombe, c'est là qu'est le danger, c'est-à-dire que quand on donne des moyens de contenir ce qui nous excède, ce qui nous expose à ce qui est plus grand que nous, il y a un danger de rester dans le pouvoir que ces instruments-là nous donnent. Et moi, je ne me fais pas d'amis beaucoup chez les universitaires, en tout cas chez certains, parce que je trouve que l'enseignement nous a donné des moyens de tout comprendre, et à force de tout comprendre, on rate ce que l'objet de contemplation devait nous donner, c'est-à-dire un accès à l'inconnu. La première faute, c'est de rester enfermé dans un savoir qui nous protège justement de ce choc-là. Et c'est pour ça que là, je suis vraiment désespéré d'entendre qu'il y a un sommet sur l'éducation supérieure et on entend parler de tout, sauf véritablement la question, mais qu'est-ce qu'on veut qui s'enseigne dans les universités? Si l'université est uniquement le lieu de transmission de connaissances, ben, on pourra se demander après pourquoi ça va mal dans le monde. Parce que le monde est rempli d'imbéciles savants, c'est mon livre.
cite Simone Weil, qui est un auteur que plus personne ne lit, hélas, mais qui est quand même quelqu'un d'assez extraordinaire. Elle dit il ne faut pas confondre le sans limite avec l'infini. C'est-à-dire l'absence de limite, ça ne donne pas accès à l'infini, c'est exactement le contraire. Je fais un chapitre où je compare cette culture-là, qui prévaut dans l'enseignement, dans la littérature, dans une certaine vie intellectuelle, exactement à ce que le drogué vit. Alors, je m'inspirais du texte de Henri Michaud, qui a étudié les effets de la mescaline et qui a décrit véritablement ce qui se passe quand il n'y a plus aucune norme, aucune forme. Et c'est lui qui donne aussi la même définition qu'on donnait tantôt d'un adulte, que j'ai reprise. Un adulte, c'est un enfant qui peu à peu s'est imposé des limites. Alors, je trouve que toute cette culture qui était celle dans laquelle j'ai baigné, toute l'époque a baigné de l'après-guerre, et on comprend en partie pourquoi c'était ainsi, que ce soit la libération de tout, de toutes les règles, de tous les tabous, etc., au nom d'une volonté de vivre encore plus grande, ça aboutit à l'enfer. Tu t'es tellement bien libéré de tout que tu t'es détruit et que tu n'as même plus de moi dans lequel tu peux revenir. Alors c'est l'enfer. Alors il y a deux enfers pour moi. L'enfer de rester dans le fini, de se protéger de tout ce qui risque de nous déstabiliser. Et puis l'enfer d'être si bien passé au-delà qu'il n'y a plus aucun endroit dans lequel on peut rentrer, ne serait-ce que pour jouir de cet infini. Alors, le mot-clé, c'est l'attention, c'est la distance. Sans distance, il n'y a aucune création, il n'y a aucun amour, il n'y a aucune connaissance. À propos de la liberté, je cite Pierre Vadeboncoeur, qui dit, je ne sais plus dans quel livre, un de ses derniers essais, il dit qu'il faudrait penser une nouvelle forme de liberté qui serait la suivante, qui serait d'être capable de renoncer à l'idée même de liberté. Et pourquoi est-ce qu'on pourrait renoncer à l'idée de liberté, dit Vadeboncoeur? On fait cela quand on se rend compte qu'on doit obéir à quelque chose de plus grand que nous. On prend du champ, d'une certaine façon. On se dit, ma liberté à moi, ce serait, sans me prendre pour Dieu, essayer d'être dans le mouvement le plus fécond de forme qui se métamorphose, et ainsi d'obéir au mouvement créateur même de la vie. Gabriel Leroy dit que le métier d'enseignant, c'est celui qui exige une sorte de responsabilité tragique. Pourquoi est-ce qu'elle a dit tragique? C'est parce qu'au fond, quand l'élève et le professeur, comme tout être humain, peu à peu se forme en s'élargissant, il apprend à mourir. Tu parlais de deuil tantôt, c'est-à-dire plus je passe d'un savoir à l'autre, d'une forme à une autre, de ce que j'ai été à ce que je suis, à ce que je serai. Plus je suis engagé dans ce mouvement perpétuel de forme qui se métamorphose, on fait le deuil de l'une et on va vers l'autre, qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'apprendre à mourir. C'est pourquoi j'ai mis en exergue la phrase de Dante, « D'heure en heure, vous m'enseignez comment l'homme se rend éternel ». Tout bon prof, que ce soit de mathématiques, de littérature, de bricolage, de quoi que ce soit, il enseigne à ne pas mourir, ou en tout cas à s'éterniser. Alors, la seule faute pédagogique, ou je dirais la seule faute tout court, c'est de se figer. Le professeur qui se fige dans le savoir qu'il donne comme étant le terminus ou l'absolu comme une faute, et le professeur qui va détourner ce désir d'apprendre et ce désir d'aimer sur sa propre personne commet une faute qui est proche de l'inceste d'une certaine façon. Le corpus de romans que j'ai étudiés décrivent ce qui se passe quand un professeur couche avec ses élèves. Il commet soit un viol, soit une forme d'inceste. Je cite Kant qui dit il y a deux choses admirables sur cette terre. Il y a la loi morale à nos côtés et le ciel étoilé au-dessus de nous. La seule morale qui existe, c'est ne pas rompre, ne rien faire qui puisse rompre ce lien qui s'établit entre un être humain et la route étoilée. Donc un professeur, comme je le dis, qui ne comprend pas, qui n'est pas lui-même l'objet du désir, mais qu'il est le messager de l'essentiel, comme dit Steiner, il est un simple relais, alors il va capter et briser ce désir en s'identifiant à l'objet du désir. Alors la faute, je dirais, c'est même pas une faute de mœurs, c'est une faute contre l'esprit profondément. Toutes les fautes sont profondément, comme dit Steiner, des fautes contre l'Esprit Saint. L'Esprit Saint étant cette fidélité
à une réalité qui me déborde et qui pourtant me constitue. Alors, quand on dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, c'est une grande question. Mais foncièrement, si on prend le critère, qu'est-ce qui brise ce mouvement, qu'est-ce qui détourne, pervertit, mime ou interrompt le mouvement qui fait qu'un être, s'il est laissé à lui-même véritablement dans ce qu'il a de meilleur, va aller toujours vers quelque chose qui le déborde, l'excelle, et qui est finalement sa part la plus lointaine, mais qui en même temps est probablement sa part la plus intime. Je me souviens d'un après-midi à la plage où mon petit-fils, âgé de 7 ou 8 ans, à qui je viens d'apprendre à attraper un ballon, revient vers moi quelques minutes plus tard et me dit « Apprends-moi quelque chose ». Je lui demande ce qu'il veut apprendre, il ne le sait pas. Je suggère la natation puisqu'il ne sait pas encore nager, mais il n'en est pas question, il a trop peur. Le temps passe, il joue dans le sable, puis vient s'asseoir à côté de moi, sans un mot. Je lui demande à quoi il pense. Il pense qu'il est bien là et se demande comment il pourrait faire pour que ça finisse pas, pour que maintenant ne finisse pas, dit-il en détachant chaque syllabe comme pour mieux retenir l'instant. Je n'ai pas de réponse à cela, mais je lui dis qu'il est fort probable que demain, et même l'année prochaine, nous serons encore là, aussi bien que maintenant et que l'année précédente. Comme l'un des mois de Virginia Woolf, j'ai tout simplement suspendu à l'avenir une lumière dansante, en faisant du présent la demeure mobile du passé et de l'avenir, et de l'instant, ce qui maintenait l'être en mouvement. Cela l'a apaisé et nous avons pu continuer à jouer sur la plage. Je pense que j'ai donné cet après-midi-là le meilleur cours de ma vie. J'ai appris à un enfant comment attraper un ballon et comment le relancer dans les airs, dans l'avenir. L'enfant a appris quelque chose et attraper un ballon, ce n'est pas rien. C'est apprendre à voir quelque chose qui vient vers nous à une vitesse plus ou moins grande et être capable d'accueillir cette chose sans se blesser et sans l'échapper. Erreur et blessure encore plus grandes, car alors c'est nous qui sommes rejetés dans l'espace, sans fonction et sans fin, seuls et en dehors du jeu. L'enfant a appris à saisir cette chose ronde et colorée qui ressemble à s'y méprendre à une planète à un instant, qui risque de le heurter s'il ne l'a pas vu venir ou l'a vu trop tard, et qu'il risque d'échapper s'il veut trop la retenir, si sa main ou sa poitrine n'accepte pas d'être légèrement déformée, arrondie, déportée, par cela même qu'elle veut immobiliser. L'enfant a appris quelque chose et, fort de ce savoir, il a pu se mesurer à la question, au désir qui unit tous les êtres, à ce ballon invisible qu'ils s'échangent tous. Comment faire pour arrêter le temps, l'attraper, le garder contre soi? Comment faire pour qu'il n'y ait plus rien à l'extérieur de moi qui puisse me heurter ou m'ignorer, plus rien dans lequel je puisse m'égarer ou être projeté? Comment faire en sorte que la vie puisse être un après-midi à la plage où la mer et le ciel se rencontrent et viennent mourir aux pieds d'un enfant et d'un adulte qui s'aiment? La question de mon petit-fils, enraciné dans le bonheur et l'angoisse, est de savoir comment passer d'un moi à l'autre, d'un instant à l'autre, sans mourir. C'est la question de Virginia Woolf, provoquée par le Sussex au crépuscule. Il nous faut maintenant, dit-elle, nous ressaisir et ne former qu'un seul moi.